à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce 5e webinaire Trait d'Union proposé par le groupe OCP. Des webinaires qui ont pour but d'échanger sur les grands enjeux climatiques et agricoles sous l'axe de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. À chaque édition, des personnalités africaines et européennes, hommes et femmes de terrain, acteurs du changement, entrepreneurs ou chercheurs, partagent et confrontent leur vision autour d'une thématique liée à la transition agricole, l'objectif étant de comparer les situations africaines et européennes, de souligner les enjeux spécifiques à chaque continent et d'évoquer les solutions qui existent. Alors après l'agritech et la situation des femmes agricultrices, nous abordons aujourd'hui la thématique de l'eau, un sujet au cœur des débats depuis la publication du rapport du GIEC. Et avec les sécheresses qui sévissent dans plusieurs pays, nous allons nous intéresser à la possibilité d'un modèle agricole, économe et résilient en eau. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Comme expliqué dans notre note de présentation que vous venez de recevoir via le chat, l'Europe et l'Afrique disposent de ressources hydrauliques importantes. Selon la FAO, l'agriculture utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau douce. C'est le secteur d'activité le plus gourmand en eau. Conjugué au risque de pollution, notamment des nappes phréatiques, l'usage ajusté de l'eau est donc un enjeu majeur de la transition agricole. Retenons que dans l'absolu, la question de la rareté de l'eau est relative. Cette ressource existe, elle est substantielle, même si elle subit des dégradations. Le fait est qu'elle est inégalement répartie pour des raisons diverses liées à la gouvernance de l'eau, aux politiques publiques, au manque d'infrastructures ou alors à l'accès aux progrès techniques. Notons aussi que même si l'Afrique et l'Europe présentent des caractéristiques de développement différentes, les enjeux hydriques et agricoles se rejoignent sur plusieurs points, l'urgence climatique et la sécurité alimentaire entre autres, et à ce niveau, plusieurs pistes existent, dont l'assainissement des eaux usées, le dessalement de l'eau de mer, le stockage de l'eau ou encore les questions d'innovation et de gouvernance. Comment inscrire l'agriculture dans une gestion plus durable du cycle de l'eau et comment mieux partager cette ressource? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos 4 invités. Monsieur Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif et coprésident du comité de pilotage du 9e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar. Vous êtes aussi, Monsieur Sène, ingénieur hydraulicien et vous avez assumé plusieurs fonctions politiques et territoriales au Sénégal. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Nous avons avec nous Monsieur David Blanchon, professeur universitaire à Paris-Nanterre et auteur de plusieurs ouvrages dans la géopolitique de l'eau ainsi que de l'Atlas mondial de l'eau. Bonjour. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. Avec nous, Madame Fatem Zahra Mengoub, économiste en chef au think tank Policy Center for the New South, spécialiste des questions agronomiques et de la sécurité alimentaire. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Et nous avons le plaisir d'avoir aussi avec nous M. André Bernard, président de la Chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de l'Association des irrigants des régions méditerranéennes françaises et vice-président de l'APCA, qui est l'Assemblée des chambres d'agriculture de France. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Grand merci pour nos intervenants. Merci aussi au public qui nous suit via Zoom. Vous pouvez poser vos questions et vos commentaires dès à présent. Nous sommes vraiment preneurs de vos retours. Et je précise que cette vidéo sera repartagée sur la chaîne YouTube de l'OCP incessamment. Alors, pour introduire le débat, je commence avec vous, Monsieur Abdoulaye Sène. Le Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar a été tourné vers les solutions. Il a été baptisé le Forum des réponses. Quelles solutions ont émergé pour l'agriculture face au changement climatique? Merci bien, madame. J'espère que je me fais correctement entendre maintenant. Apparemment, j'avais des petits soucis techniques. Est-ce que je passe bien à l'antenne? Très bien, Monsieur Sène. Excellent. Merci pour votre invitation et je voudrais saluer tous les collègues panélistes et tous les participants. Et rappeler effectivement que ce 9e Forum mondial de l'eau, qui a été placé sous le thème de la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, a permis à la communauté mondiale de discuter de la capacité de celle-ci à relever les défis actuels et futurs en matière d'eau.
Et vous le savez, vous l'avez rappelé vous tous, nous sommes nombreux à comprendre qu'aujourd'hui, dans plusieurs de nos pays, nous faisons face à des problèmes de déficit d'eau, qu'il y a des risques de manque durablement d'eau pour plusieurs. Et c'est pour laquelle, pour la première fois, le Sénégal a retenu le thème du développement rural à travers le levier qui est l'eau pour pouvoir justement améliorer l'attractivité des territoires. Et c'est cette volonté que nous avons eue de faire un focus sur eau et développement rural qui nous a permis de développer un certain nombre de réflexions, d'initiatives, de réponses, puisque nous savons tous qu'aujourd'hui, la demande en eau augmente, vous l'avez rappelé. Juste d'ici 2050, nous nous attendons à une demande en eau qui augmente de 50%, alors qu'il y a beaucoup de pression. Vous avez parlé de l'urbanisation, vous avez parlé surtout des changements climatiques. Il a fallu donc beaucoup réfléchir pour arriver à ce que nous avons appelé un Blue Deal sur la sécurité de l'eau et l'assainissement pour la paix et le développement. Alors, ce Blue Deal, il est articulé autour de 5 axes. Le premier axe sur lequel nous avons beaucoup insisté vise à garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Nous le savons depuis 2010, ce droit est reconnu au niveau du système des Nations Unies, mais dans beaucoup de pays, ce droit n'est pas assuré. Nous savons également que dans les périodes de conflit, les systèmes d'eau et d'assainissement qui devraient être protégés ne le sont pas toujours. Donc, il s'agit pour nous, à travers ce premier axe, de promouvoir l'idée qu'il faut garantir le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous et en tout temps. Le deuxième axe porte sur la sécurité de la ressource et la résilience. Alors, pourquoi la protection de la ressource? Parce qu'il faut aujourd'hui préserver ces ressources. Il faut préserver les écosystèmes et il faut surtout renforcer la protection des zones humides, la conservation des systèmes traditionnels et il faut enfin développer des techniques et des approches plus conservatrices en termes de consommation d'eau. Et le troisième axe porte bien sûr sur les financements adéquats. Il faut penser à tout cela, mais s'il n'y a pas de financement adéquat pour créer des emplois bleus, des emplois verts, pour créer des infrastructures, pour les développer, nous n'y arriverons pas. Il faut donc mobiliser des ressources financières, privées comme publiques, adéquates. Il y a également un quatrième axe qui vise à assurer une gouvernance de l'eau plus inclusive, plus participative, plus transparente, à travers des stratégies qui impliquent les acteurs, toutes les catégories d'acteurs, l'État bien sûr, mais aussi les acteurs du secteur privé et autres, et en veillant à ce que l'eau soit garantie pour l'homme et pour la nature. Et le cinquième axe sur lequel nous avons beaucoup travaillé porte sur la coopération. La coopération parce que pour nous, c'est important de placer le dialogue, la coordination, la coopération au cœur de la prise en charge des défis de l'eau. Et surtout maintenant, quand il s'agit de l'hydrodiplomatie, donc la gestion des eaux transfrontalières. C'est donc autant d'axes sur lesquels des propositions concrètes ont été faites, un Blue Deal global a été retenu et des plans d'action retenus par les ministres, les parlementaires, les élus locaux et les organisations de bassin. Et enfin, pour terminer, le Sénégal a pris l'initiative de lancer le panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique, qui va nous permettre de sécuriser la mobilisation de 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour pouvoir assurer l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6, notamment en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Merci beaucoup, Monsieur Sen. 30 milliards de dollars par an, c'est une grande enveloppe. Justement, les 5 axes que vous avez développés de ce New Deal sur l'eau montrent bien que l'eau est une puissance géopolitique et ça me donne l'opportunité de me tourner vers vous, Monsieur David Blanchon. Alors, cette eau, effectivement, qui a cet aspect géopolitique, comme vous dites dans votre livre, la géopolitique de l'eau, c'est aussi une source de nombreux conflits et tensions fortes entre usagers et entre États autour des bassins stratégiques. Comment réguler les usages d'eau pour atténuer ces conflits autour des bassins ou comment partager équitablement l'eau autour des bassins? Alors,
Merci. Oui, effectivement, c'est une question puisque, notamment en Afrique, hein, la plupart des grands bassins versants, le Nil, le Niger, le Congo, ou en Afrique australe, hein, l'Orange, le Zambèze, tous ces grands bassins sont déjà divisés entre plusieurs pays, hein, et donc c'est un enjeu géopolitique important, notamment là où la ressource est rare, hein, comme dans le bassin pour l'Égypte, hein, dans le bassin du Nil, ou encore dans le bassin du Niger aussi, hein, où là, on a des tensions déjà qui sont extrêmement fortes. Alors, comment réguler? J'allais dire que sur le plan théorique, on sait, il y a depuis des conventions, hein, qui sont fondées notamment sur la participation, la coopération, le dialogue, hein, au niveau des bassins versants, et de façon très générale, la coopération domine très largement par rapport à les questions de conflit, hein. Donc là-dessus, effectivement, les plans d'action sont déjà prêts, enfin, pour faire coopérer. L'UNESCO notamment a toujours d'ailleurs dans le domaine de l'eau, un département qui s'occupe justement de favoriser la coopération entre pays, et au niveau mondial, hein, il y a des chercheurs de l'université de l'Oregon notamment qui ont fait une compilation de toutes les interactions. La coopération dans le domaine de l'eau domine très largement. Alors, donc là aussi, hein, l'eau est quasiment un endroit où la coopération finalement est la plus facile, hein, notamment du fait que de façon presque, j'allais dire, naturelle, hein, l'eau venant de l'amont à coulant, hein, donc est un domaine où finalement les États voient bien que généralement la coopération est bénéficiaire, hein, est bénéfique pour tous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de conflit importants, notamment dans le bassin du Nil, parce que ce bassin du Nil, il est effectivement fait le fruit d'une opposition assez forte, hein, pour simplifier, entre le pays d'aval, notamment l'Égypte, et puis le pays d'amont, hein, l'Éthiopie, qui a en fait d'où provient l'essentiel de l'eau dans le bassin du Nil. Et donc là, c'est un point un peu particulier, hein, parce qu'on a vraiment une opposition entre deux États qui effectivement se disputent la ressource, ou du moins se disputent pas exactement la ressource, se disputent la gestion de la ressource, et autour, hein, de l'exemple qu'on connaît du barrage de Grande Renaissance. À noter que là, c'est pas tellement pour le partage de la ressource, hein, dans ce bassin, mais c'est la condition de remplissage de ce bassin depuis qu'il a été mis en service, hein, il y a maintenant quelques années. Donc là aussi, hein, on a l'idée, hein, deux idées, c'est que conflit et coopération dans un bassin versant peuvent coexister, hein, qu'on n'a pas une opposition, on n'a pas soit du conflit, soit de la coopération. Ça, c'est des travaux qui l'ont assez bien montré, que conflit et coopération, le plus souvent, coexistent. Et que, deuxième idée, c'est que souvent, l'eau n'est pas l'objet central de la dispute, mais vient s'intégrer dans des conflits anciens d'ordre géopolitique qui peuvent porter également sur l'énergie, sur ou d'autres conflits strictement politiques, hein, idéologiques entre des pays, hein, pour l'hégémonie régionale, et que la plupart du temps on ne se bat pas tellement pour l'eau quand on creuse un petit peu les conflits liés à l'eau, mais avec l'eau pour résoudre d'autres conflits. Ce qui rend d'ailleurs extrêmement difficile souvent la compréhension et la solution des conflits liés à l'eau, c'est qu'il faut voir que l'eau est souvent pas l'objet du conflit, mais un moyen de conflit, ou finalement rentre dans le conflit, mais de façon secondaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur David Blanchon, pour cet aperçu géopolitique sur l'eau. Justement, pour avoir un cas pratique, je me tourne vers vous, Monsieur André Bernard. Vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture de PACA et également de l'Association des irrigants des régions méditerranéennes françaises. Vous enchaînez les réunions ces temps-ci, hein, sur la situation de sécheresse. La région PACA est une des régions les plus affectées par les perturbations du cycle de l'eau. Nous avons vu aussi suivi le Varenne de l'eau et de l'agriculture, cette grande concertation française qui s'est terminée au mois de février et qui visait justement à amener des solutions concrètes. Ma question pour vous est, concrètement, quelles sont les techniques que vous expérimentez pour un modèle économe en eau dans votre région? Oui, alors merci. Alors effectivement, notre région a subi depuis de longues années les assauts du climat, et nous avons des ouvrages qui datent des Romains, qui datent des papes, qui datent
de l'époque napoléonienne qui ont permis à notre région, pour une partie du territoire, de se préserver de la sécheresse parce que nous avons une ressource avec les Alpes d'un côté et puis le Rhône de l'autre. Alors cette ressource, il faut effectivement d'abord savoir, premièrement, l'économiser, parce que l'eau, la première chose qu'il faut faire, c'est l'économiser. Il faut savoir la partager et il faut savoir la sécuriser sur les territoires. À partir du moment où on est rentré dans cette logique, ça c'est fait. Maintenant, c'est comment on optimise l'usage de l'eau à la parcelle. Et là, effectivement, il y a énormément de travaux qui sont menés depuis de nombreuses années. Et je dirais que la troisième révolution agricole, qui est le numérique avec les outils connectés, nous permet de franchir un pas supplémentaire, puisque avec des techniques de sonde capacitive installées dans les champs, on peut voir l'effet immédiat de l'irrigation. Et quand on a atteint un certain niveau d'humidité dans le sol ou la zone dans laquelle se trouvent les racines, ça ne sert à rien d'arroser plus longtemps. Par contre, il faut pouvoir peut-être revenir de façon plus rapide. Si je prends un exemple, quand j'étais jeune et enfant, on arrosait, comme on dit, gravitairement à l'arrêt. Et mon père, l'eau était gérée essentiellement par des réseaux collectifs et on avait l'eau 2 fois par semaine. Donc on arrosait 2 fois par semaine l'ensemble des champs le plus rapidement possible et puis on attendait le 3 jours suivants. Quand je me suis installé, j'ai acheté un petit enrouleur et des asperceurs. Et là, il fallait que je pompe et que je puisse arroser de façon assez régulière aussi. Et j'avais une consommation au début de 40 à 50 mm3, avec l'aspersion de l'ordre de 6 à 7 m3. 10 ans plus tard, je suis passé au goutte à goutte et là, on est tombé aux environs de 5000. Et aujourd'hui, avec le système que nous expérimentons, que nous déployons aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus qu'à l'expérimentation, nous en sommes au déploiement de ces techniques-là, on va pouvoir arroser avec 2500-3000 m3 à l'hectare. Mais par contre, il faudra peut-être que j'intervienne 2 fois ou 3 fois dans la journée pour apporter la bonne dose au bon moment. Et les nouvelles sondes qui arrivent vont pouvoir aussi nous permettre de vérifier la fertilité dans le sol pour ajuster au plus juste les fertilisants pour les cultures. Alors effectivement, tous ces moyens-là sont à notre disposition. Ils sont quand même coûteux et ils nécessitent aussi, surtout, un accompagnement des agriculteurs pour les maîtriser. Alors c'est vrai que les jeunes générations sont beaucoup plus rompues que nous à tout ce qui est le numérique. Effectivement, demain, pour piloter l'irrigation, c'est avec des tablettes ou des smartphones, c'est avec des programmateurs. Et je dirais que la grande révolution, c'est effectivement les outils connectés sans fil, parce que nous avons expérimenté il y a 20 ou 30 ans avec des électrovannes, avec des capteurs dans les champs, mais il y avait des fils. Et là, ça devenait quand même un peu compliqué. En station expérimentale, ça peut se concevoir. Dès qu'on est en parcelle d'exploitation, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, nous avons des marges de progrès pour répondre aux besoins de la souveraineté alimentaire nationale et mondiale, parce qu'effectivement, l'enjeu de l'évolution de la population et le dérèglement climatique que nous connaissons fait que nous devons concentrer tous nos efforts, comme ça a été dit par l'intervenant précédent, surtout le premier, sur effectivement des moyens à investir pour que cette eau qui est indispensable à la vie, on puisse la sécuriser, l'économiser et la rendre la plus efficace possible. Et effectivement, j'ai la chance d'être dans une région qui est sécurisée, parce qu'avec d'un côté la Durance, de l'autre côté le Rhône, nous avons une ressource en eau, mais cette ressource en eau, elle n'est pas inépuisable. Et si nous devons relever le défi de la nourriture, de l'énergie et de la vie sur les territoires, nous devons aller au bout. Alors, tout ce système-là a quand même un effet pervers, c'est qu'effectivement, quand on arrosait à l'arrêt, en gravitaire, ou quand on arrosait à l'aspersion, la faune sauvage en profitait, et la flore sauvage, environnante aussi. Aujourd'hui, nous mettons des tuyaux enterrés dans le sol pour éviter que le maximum l'évapotranspiration, ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau en surface. Et vu la chaleur qu'il fait, les abeilles sont en train d'en souffrir. Le gibier en souffre aussi. Donc, nous en sommes aujourd'hui arrivés à installer ou à provoquer, à laisser des fuites à certains endroits ou à provoquer des abreuvoirs pour que les insectes, les abeilles et autres, et éventuellement les oiseaux sauvages, le gibier, puissent retrouver de l'eau. Parce que je constate, et on le vit très bien, le changement très fort sur le paysage, à partir du moment où on n'a plus de canaux gravitaires, on n'a plus de fuyants, on n'a plus d'aspersion, parce qu'effectivement, quand il y a d'aspersion, il y a de l'eau, quelques flaques et tout comme ça. Tout ça, ça n'existe plus.
Et si on veut que la vie continue, il faut aussi qu'on accepte d'en laisser un peu. Et je crois qu'il faut que la société comprenne que le monde agricole ne gaspille pas l'eau. Parce que quand je tourne la vanne ou quand j'appuie sur l'interrupteur de mon groupe électrique ou d'un groupe électrogène, d'un groupe diesel, j'ai de l'énergie et ça me coûte. Donc chaque fois que je peux économiser l'irrigation, je le fais. Mais être quelquefois mis par des gens qui ne savent pas ce que c'est, hein, et qui ont des préjugés sans vraiment avoir analysé la situation, nous mettre au banc des accusés alors que nous cherchons à nourrir le maximum de monde avec le minimum d'impact. Voilà. Très bien, Et merci je beaucoup. suis très heureux de participer à cet échange parce qu'effectivement, nos amis du pourtour méditerranéen sud, le Sénégal, dans lequel je me suis rendu il y a quelques années, et puis toute la partie, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, avec qui j'ai des échanges aussi, sont confrontés et ont un besoin d'être accompagnés. Et nous, on a besoin chez nous aussi de compréhension de la part des pouvoirs publics et de l'opinion publique, et aussi de mobiliser des moyens. Moi, aujourd'hui, je suis un peu désolé qu'on utilise des fonds européens à ce que je peux appeler des opérations de confort ou de décor, et que je n'arrive pas à mobiliser les fonds européens pour des réseaux structurants pour sécuriser l'eau sur le territoire. Merci. Merci à vous. Vous soulevez une question primordiale, celle de la coopération entre l'Europe et l'Afrique dans ces temps durs de sécheresse. Comment travailler ensemble pour arriver à cette gestion durable du cycle de l'eau dans une région classée critique d'ailleurs par le GIEC au niveau des ressources en eau. La situation quand même est assez différente en Afrique. Je me tourne vers vous, Madame Fatem Zahra Mengoub. Seuls 6% des terres agricoles en Afrique disposent de matériel d'irrigation, contrairement à l'Europe. Dans quelle mesure les progrès techniques peuvent-ils être une solution pour arriver à ce modèle économe en eau en Afrique? Alors, merci pour la question. Et en fait, avant de parler de l'Afrique ou les ressources en eau en Afrique, j'aimerais bien clarifier un point que je trouve vraiment important par rapport au sujet pour bien cerner la problématique, en fait, celui du progrès technologique. Le panéliste précédent, il a parlé de beaucoup de technologies qui sont utilisées dans un contexte bien précis. Et c'est pour ça, en fait, que je veux clarifier ce point parce que tellement la situation est hétérogène que nous devons comprendre d'abord le contexte local pour bien se prononcer sur le progrès technologique. En fait, le progrès technologique, comme il a été adopté dans plusieurs pays, surtout en matière d'irrigation, il a été adopté pour une cause bien précise, que ce soit la rareté ou des fois même l'abondance. Donc, le progrès technologique, il est là pour répondre à un besoin bien spécifique qui peut-être n'est pas le même dans les autres pays. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'Afrique, on parle d'un climat qui est très hétérogène. On a une Afrique du Nord où le climat est très sec et très contraignant par rapport à l'utilisation des ressources en eau. Et on a une Afrique équatoriale, par exemple, au Gabon ou au Cameroun, une abondance d'eau qui est assez significative et qui est très importante. Alors, pour le progrès technologique, vu ce contraste, nous pouvons imaginer que les technologies utilisées ne seront pas les mêmes selon les situations. En fait, en Afrique du Nord, il était question plutôt de sécuriser l'eau, en particulier surtout via la construction des barrages, et pour avoir des disponibilités d'eau qui sont plus ou moins importantes. Cela n'a pas suffi aujourd'hui parce qu'on est passé à un autre stade vu l'augmentation de la demande, vu le changement climatique et vu les augmentations de la température qui se traduisent par des évaporations qui sont très importantes. Donc, on est passé à d'autres modes de fonctionnement qui cherchent d'autres sources alternatives, notamment le dessalement de l'eau de mer ou même l'utilisation des eaux et des eaux usées. Donc, cette technologie va permettre à ces pays qui accusent une rareté accrue de l'eau d'augmenter les disponibilités, mais il faut faire attention que c'est pas le seul, il faut pas agir simplement sur l'offre, il faut aussi agir dans ces pays sur la demande pour bien gérer l'eau et ne pas la gaspiller, ne pas la perdre, ne pas la dégrader, ne pas la polluer. En Afrique équatoriale, par exemple, l'histoire elle est un peu différente. Ces pays-là ont une abondance très importante en termes d'eau, mais le problème c'est que des fois cette eau elle n'est pas véhiculée au bon moment. Donc parce que pour augmenter la productivité,
pour les cultures, il faut apporter le bon dosage, comme l'a été expliqué, au bon moment, selon le stade de développement de chaque culture. Et du coup, même si l'eau est abondante dans un certain moment ou période de l'année, peut-être que cette période, elle n'est pas la même que celle qui est relative au développement de la plante, ce qui permet d'installer un certain dysfonctionnement entre l'offre et la demande. Donc, dans ces pays-là africains, le plus judicieux, ça serait de bien gérer cette ressource et d'avoir un flux continu dans le temps qui va permettre de répondre à cette demande qui est là. Le fait d'avoir simplement 6% des terres irriguées en Afrique n'est pas très choquant pour un économiste. En fait, c'est juste parce que si on analyse un peu en profondeur, on remarque que ces 6% sont plus dans le parti nord, donc la partie nord de l'Afrique, là où il y a plus de rareté de l'eau. Donc c'est là où les pays qui sont plus contraignants par rapport à cette rareté, qui innovent et qui créent de nouvelles et qui adoptent plutôt de nouvelles technologies pour gérer cette rareté. En Afrique subsaharienne, on a vu l'abondance, on n'a pas réfléchi à cette gestion de l'eau, mais la prise de conscience maintenant, elle est claire, vu les changements que subissent le climat et même l'augmentation de la demande. On devient de plus en plus conscient par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies qui vont permettre de gérer cette ressource afin d'en tirer profit. Donc, le changement technologique ou le progrès, il est très important. On ne peut pas parler de développement de systèmes agricoles résilients et économes sans parler de progrès techniques et technologiques, mais il doit être adapté au contexte local, il doit répondre à un besoin, ce qui est très important parce que, en fait, généralement en Afrique, l'investissement dans la recherche et le développement pour la création des technologies, il est assez faible et l'innovation, elle est assez faible. Du coup, on emprunte des technologies qui ont été créées ailleurs pour un besoin bien spécifique, ce qui, des fois, ne répond que partiellement à la problématique et ne corrige pas toutes les erreurs. Donc, le progrès technologique, il doit être au cœur des stratégies de développement agricole afin de mieux gérer cette ressource qui est, comme vous l'avez dit tous, primordiale et vitale et nécessaire à la survie de l'humain et de toute forme de vie. Merci beaucoup, Madame Mengoub. Alors, les progrès techniques, oui, mais adaptés au contexte local, sachant que le véritable challenge en Afrique reste l'innovation, qui est assez faible dans plusieurs pays. Je retiens aussi votre idée sur la bonne gestion du cycle de l'eau, qui ne concerne pas uniquement les producteurs, les agriculteurs, mais aussi le consommateur. Et là, vous pointez le problème de l'information du consommateur pour éviter les gaspillages sur la chaîne de l'eau. Peut-être pourra-t-on aborder ce sujet dans le cadre de notre webinaire, la différence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique tropicale sur les ressources en eau. Je passe tout de suite la parole à M. Abdoulaye Sen pour la deuxième partie de ce webinaire pour aborder la gestion de l'eau dans les territoires, là où les acteurs sont appelés à dialoguer et à se concerter. Dans quelle mesure l'Afrique peut-elle parvenir à concilier production agricole et égale répartition de l'eau dans ces différents territoires? Monsieur Sen. Merci bien. Je pense que la panéliste qui vient de parler a bien introduit le sujet. Je pense que la solution aujourd'hui réside dans ce que nous appelons la gestion intégrée des ressources en eau, qui est un processus qui favorise globalement le développement de la gestion coordonnée des ressources en impliquant l'ensemble des acteurs à toutes les échelles, en essayant d'établir un lien fort entre le rural et l'urbain et en veillant à justement satisfaire l'ensemble des besoins sans compromettre la pérennité des systèmes vitaux. C'est extrêmement important. Et cela suppose plusieurs choses. La première chose, il faut aujourd'hui que nous revisitions les techniques de production et les techniques de consommation d'eau. J'ai bien aimé l'intervention qui a mis en relation l'irrigation à l'arrêt et l'irrigation au goutte à goutte. C'est vrai, il faut que nous ayons une approche
d'innovation, avec des technologies qui nous permettent d'optimiser au maximum, mais tout en ayant aussi à l'esprit le lien qu'il faut établir avec l'environnement d'une manière générale. C'est extrêmement important. C'est important de considérer qu'aujourd'hui, la base de tout ce que nous devons faire en matière de gestion de l'eau doit s'articuler autour de la concertation, de la coopération, de la solidarité et de la participation de l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Et c'est ça que nous appelons cette GIR qui associe l'économie, le social et l'écologie. Alors, si on va au-delà, il faut que nous gardions à l'esprit une chose extrêmement importante. Jusque-là, les villes avaient tendance à compter sur le monde rural pour vivre avec donc les produits agricoles. On doit de plus en plus penser à développer une certaine agriculture périurbaine. De plus en plus également, on a conscience que la ville doit davantage contribuer à l'économie de l'eau. Donc, il faut consommer moins d'eau dans les villes et trouver des stratégies pour cela. Mais il faut surtout penser à l'économie circulaire. L'économie circulaire dans le sens où l'eau qui est consommée, qui retourne dans les réseaux d'assainissement, qui est épurée, doit pouvoir être épurée à un niveau tel que cette eau réintègre le processus. Donc, il y a quand même, de ce point de vue, un changement dans les rôles ou dans les postures de la campagne et de l'urbain qu'il faudrait revisiter. Donc, c'est un point extrêmement important que les villes se sentent davantage concernées et qu'elles ne dépendent plus seulement du rural pour l'alimentation en eau, pour l'alimentation agricole, parce que quand on dit l'alimentation simplement, on oublie que quand on a une assiette, dans l'assiette, il y a beaucoup d'eau et cette eau vient généralement du monde rural. Donc, cette solidarité, on doit la garder à l'esprit. Je pense que ce qui est aussi très, très important, c'est que de plus en plus, on est en train d'évoluer dans une logique aussi de solidarité hydrique, d'hydro-résilience, de faire en sorte que ce transfert qui, naturellement, doit s'opérer des zones mieux pourvues vers les zones moins pourvues, doit être en tout cas une solution qui doit être mise en œuvre en veillant aussi à ce que cela ne vise pas à dépeupler les zones qui sont bien pourvues pour maintenant renforcer toujours les zones urbaines. Bon, vous voyez une ville comme Dakar aujourd'hui, près de 60 à 70% de son eau vient d'une distance de 200-250 km. Et souvent, ça se fait au détriment des populations à partir desquelles cette eau est prélevée. Donc, il y a, comme je l'ai dit, la gestion intégrée des ressources en eau qu'il faut repenser en impliquant tout le monde, en veillant à ce que chacun trouve sa place. Il faut que les besoins économiques, sociaux et environnementaux soient mieux pris en charge. Il faut que les villes repensent leur mode de consommation et de contribution dans la gestion de la ressource en eau. Et il faut effectivement que nous pensions à comment améliorer les technologies, les infrastructures et les systèmes de transfert d'eau pour qu'il y ait de la solidarité entre les zones qui sont mieux pourvues et les zones qui sont moins bien pourvues et qui ont des demandes extrêmement fortes. Et je pense que ça, c'est des réflexions sur lesquelles l'Afrique subsaharienne peut s'inspirer, comme l'a dit tantôt Fatima, de l'Afrique du Nord, qui a effectivement fait des évolutions extrêmement importantes dans ce domaine. Et je pense que nous sommes en train, en tout cas, de développer, et le Forum de Dakar a été une excellente plateforme de partage, mais aussi de prise en charge de ce genre d'initiative. Très bien, merci beaucoup. Je retiens le concept de la solidarité hydrique ou de l'hydro-résilience, selon lequel il faudrait réfléchir à impulser une nouvelle dynamique dans les villes qui doivent repenser leur mode de consommation. Comment améliorer les technologies de transfert des technologies pour pouvoir assurer ce transfert entre les régions les moins loties, les mieux loties vers les régions les moins loties. Je pense que là, nous abordons des questions de politique publique et je fais appel à vous, Monsieur David Blanchon. Comment arriver à établir de véritables contrats concertés autour de l'utilisation de l'eau sur un territoire? Les plans de gestion de l'eau dans les pays européens, comme vous savez, notamment le projet du territoire de gestion de l'eau en France qui s'appelle le PTGE, vous semble-t-il adapté
Monsieur Blanchon? Alors, pour rebondir, hein, tous ces projets territoires ou en France, les CEJA, au niveau local, hein, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, au niveau des grands bassins versants, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau, ça existe depuis maintenant 30 ans. À l'AGIR en France, c'est depuis, enfin dans le monde même, hein, c'est depuis le conférence de Dublin en 92, et on trouve même des choses dans le modèle français de l'eau, dans la loi de 64. On avait déjà un peu ces idées de gestion intégrée des ressources en eau et d'établir des systèmes où les différents acteurs, hein, que ce soit les consommateurs urbains, les industriels et les agriculteurs aussi peuvent plus ou moins discuter. Donc on a vraiment un recul extrêmement important depuis sur ces systèmes d'action, hein, et pas qu'en France. Hein. Moi, j'ai travaillé pas mal en Afrique du Sud. Ça fait un peu 20 ans qu'ils ont des agences de bassin, l'équivalent des agences de bassin, qu'ils ont également l'équivalent des SAGE, en fait, des commissions locales de l'eau, hein, qui s'appellent des associations d'irrigants là-bas. Et donc, avec tous ces systèmes qui existent, qui ont été mis en place il y a maintenant 20-25 ans sur qui promeut la solidarité, l'économie de l'eau, la gestion économique, etc. Donc là encore, on a quelque chose qui est extrêmement assez bien connu sur le plan théorique et j'allais dire sur le plan technologique aussi dans le monde. Il y a énormément d'exemples de réutilisation. Par exemple, les eaux urbaines, eaux usées sont utilisées par l'agriculture. Ce qu'on appelle effectivement la fermeture du cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la même ressource une fois pour l'eau potable parce que c'est la meilleure qualité, puis après on la réutilise une deuxième fois pour l'industrie parce qu'on demande une qualité moindre, et après si on la traite un petit peu, on peut encore la réutiliser pour l'agriculture, et là même on peut réinjecter ce qui reste dans les nappes souterraines pour pouvoir ensuite le réinduire. Donc on est quasiment dans une fermeture, et des pays qui sont très pauvres en eau, comme Singapour ou Israël, arrivent effectivement à avoir un niveau de développement et d'utilisation des eaux qui sont extrêmement importants, avec la désalination en plus qui vient compléter. Mais l'idée, c'est que, et le gros problème pour l'Afrique, et là, monsieur l'a dit très fortement, c'est la question de l'investissement. Et tout ce qu'on fait, par exemple, là, vous l'avez très bien montré aussi dans la région PACA, où on arrive à mettre ces microcapteurs à gérer extrêmement finement. Il est clair que ça peut pas se mettre en place à moins d'investissements extrêmes et extrêmement importants directement, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, où là le coût serait bien trop important. La désalinisation, c'est absolument hors de question pour les grandes villes africaines, même en Afrique du Sud, pour le cas, parce que l'eau serait beaucoup trop chère pour un grand nombre pour le développement économique, même dans des pays qui sont parmi les plus développés en Afrique. Donc là, on voit bien que c'est pas tellement un problème d'existence des techniques qui existent effectivement, mais de comment effectivement arriver progressivement, et donc la progressivité est un point exact, c'est-à-dire que on peut progressivement améliorer les systèmes avec des coûts qui sont extrêmement peu chers. Et notamment, c'est là que ce qu'on appelle, sur lequel on travaille beaucoup, c'est-à-dire les solutions basées sur la nature, c'est-à-dire utiliser certaines fonctionnalités naturelles du cycle de l'eau pour notamment l'assainissement, avoir des bassins par exemple qui permettent d'assainir un peu de frais, au moins faire un grand pas dans l'assainissement des eaux urbaines et pouvoir utiliser ces eaux, faire du stockage local, qui sont à mon avis plus adaptés, notamment en Afrique subsaharienne, dans un premier temps, à la limite pour après laisser plus tard des technologies plus avancées, mais au moins avancer dans un premier temps. Donc ça, c'est la première chose, c'est une progressivité. Et la deuxième chose, et ça, c'est un point extrêmement compliqué qui a été évoqué dans la région PACA, c'est qu'on se rend compte que l'eau qu'on économise à la parcelle, elle n'était pas perdue en fait, elle était quelque part dans le bassin versant, elle était soit dans les nappes souterraines, soit utilisée par la végétation, etc. Et que toutes ces économies, on disait, c'est vraiment très bien, on a économisé énormément d'eau, maintenant on peut produire avec beaucoup moins d'eau. Quand on regarde à la parcelle, ça marche très bien. Quand on marche à l'échelle du bassin versant, c'est un peu plus difficile. Et là-dessus, il y a une réflexion qui est encore à mener sur comment on passe de moins d'économie de l'économie d'eau à la parcelle à repenser tout le système, notamment environnemental, avec la dimension environnementale au niveau du bassin versant. Et là, c'est un point important. Et troisième petit point, s'il peut me permettre, c'est que quand on introduit des nouvelles technologies, on va forcément créer
des gens qui peuvent s'approprier ces technologies, qui ont les moyens technologiques, et des gens qui ne peuvent pas s'approprier ces technologies, et qui, au bout d'un certain temps, vont être effectivement hors marché ou ne plus pouvoir continuer à faire utiliser ces technologies. Ça a été montré en Inde, c'est le cas aussi au Maroc, c'est le cas un peu partout. Quand on a une technologie, des gens qui peuvent forer des puits, accéder à l'eau très profonde, eh bien, ils vont avoir un meilleur rendement, donc leurs produits sont moins chers, et en plus, ceux qui n'ont pas accès à cette technologie parce qu'ils n'ont pas l'investissement, eh bien, ne vont pas avoir, et donc vont être forcés d'abandonner l'agriculture. Et ça crée des problèmes, cette fois-ci pour les États, dans les États où la population rurale, c'est pas comme en France, la population rurale est extrêmement importante et agricole est extrêmement importante. Si vous introduisez sans faire bien attention aux conséquences sociales des nouvelles technologies, vous pouvez avoir des problèmes politiques qui sont extrêmement aussi, qui peuvent être de déstabilisation interne des États. Donc là, la technologie, effectivement, comme disait Madame avant, c'est bien, ça existe, c'est possible, mais il faut faire quand même attention à qui va l'avoir, comment, et comment on va commencer à pouvoir la mettre. Et c'est là que l'idée de solidarité est extrêmement importante, mais de la théorie de la solidarité et de la pratique de la solidarité, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des études sur le Maroc qui ont montré que, effectivement, les nouvelles technologies déstabilisaient entièrement des groupes sociaux, entre ceux qui avaient accès et les autres qui n'avaient pas accès. Merci beaucoup, Monsieur Blanchon. Vous insérez la question de l'irrigation et des nouvelles technologies dans le contexte social, historique des populations. Vous dites aussi que tout est question d'investissement. Les nouvelles technologies existent. Maintenant, il faut placer les budgets adéquats à côté. Je me tourne vers vous, Madame Fatem Zahra Mengoub, pour une question justement sur une idée reçue qui concerne les cultures consommatrices d'eau. Pensez-vous qu'on arrivera, dans le cadre d'une gestion systémique des ressources en eau sur un territoire, à abandonner certaines cultures consommatrices d'eau? Si oui, quel risque pour la sécurité alimentaire? Alors, en fait, c'est une question qui revient toujours au débat lorsqu'on parle de l'eau. Et en fait, j'aimerais juste clarifier quelques points par rapport à cette question. C'est que on accuse souvent les cultures consommatrices d'eau, plus consommatrices en eau, parce que toutes les cultures consomment de l'eau, mais il y a des cultures qui sont plus consommatrices que d'autres. Et généralement, ces cultures-là sont les plus rentables et celles à haute valeur ajoutée et généralement destinées à l'exportation, ce qui fait que c'est une source de devises pour le pays. Donc, il y a tout un intérêt économique derrière ces cultures-là. Mais il faut se dire qu'il y a plusieurs critères qui définissent un peu le choix des cultures. Il n'y a pas simplement la consommation en eau, mais il y a d'autres critères. Par exemple, si on prend un agriculteur qui est rationnel, il va essayer de capitaliser sur son savoir-faire, donc il va utiliser son savoir-faire, et après il va être attentif aux signaux envoyés par le marché. Du coup, il va essayer de privilégier quelques cultures qui sont plus rentables et qui créent de la valeur ajoutée, qui créent aussi de l'emploi, mais qui sont plus consommatrices en eau. Donc, le fait juste d'introduire une approche intégrée d'utilisation d'eau ou systémique de gestion d'eau, ça peut être en fait une première solution parce que ça va déterminer les quantités d'eau selon les secteurs et selon les usagers, mais ça ne veut pas dire que ça va éliminer quelques cultures par rapport à d'autres parce qu'on aura toujours des alternatives et l'histoire a montré que des agriculteurs sont souvent très innovateurs et comme tout producteur et ils essayent à chaque fois d'innover et d'avoir la meilleure combinaison et la meilleure technique pour produire. Du coup, il faut pas blâmer ces cultures consommatrices d'eau, mais il faut aussi il faut en fait trouver le juste milieu entre ces cultures-là qui sont plus consommatrices en eau par rapport à d'autres qui sont généralement moins consommatrices, mais qui sont utilisées dans le régime alimentaire de base. Par exemple, je prends les céréales qui sont moins consommatrices en eau par rapport à la tomate, mais ils sont utilisés comme élément de base et comme aliment de base dans la consommation et sont très importantes dans la sécurité alimentaire. Cela ne veut pas dire que la tomate n'est pas très importante dans la sécurité alimentaire parce que
elle est aussi très importante dans le régime alimentaire pour avoir un régime alimentaire très diversifié. Mais l'idée ici, c'est pas de blâmer une culture et de dire voilà, je vais pas faire celle-là parce qu'elle est plus consommatrice ou non, mais de dire qu'il faut avoir un cadre réglementaire qui va un peu clarifier la situation et qui va donner à ces agriculteurs l'opportunité de faire le meilleur choix tout en gardant un œil sur la durabilité de l'utilisation de la ressource, parce qu'un agriculteur, c'est un producteur, il va essayer de produire au maximum, mais peut-être qu'il est conscient de la durabilité de la ressource, mais en fin de compte, c'est un producteur rationnel, mais c'est à l'État ou au côté institutionnel de veiller plutôt à la durabilité de cette ressource, ce qui fait qu'il faut mettre en place un secteur institutionnel qui va plus faire attention aux problèmes environnementaux et aux problèmes liés à la dégradation ou la rareté de l'eau. Donc, je vais pas dire que il faut abandonner ou il y a risque d'abandon de certaines cultures parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il n'y a pas simplement que la disponibilité en eau, mais je dis qu'il faut, et je ne dis pas aussi qu'il faut privilégier ces cultures qui sont plus rentables, mais je dis qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux, et je dis aussi qu'il faut un secteur institutionnel performant qui va réguler les ressources en eau dans un pays. Merci beaucoup. Encore une fois, on revient à cette idée de gestion intégrée et durable de l'eau qui ne concerne pas uniquement l'agriculture, intitulée de notre webinaire. Cela suppose une implication de tous les usagers d'eau d'une façon globale, mais aussi au niveau de chaque territoire, là où se construisent les véritables concertations. Monsieur André Bernard, les changements en Méditerranée, vous en avez parlé tout à l'heure, seront parmi les plus radicaux au monde, selon le GIEC. La Méditerranée s'assèche avec une aggravation du cycle sécheresse-inondation. Les nappes souterraines et la détérioration des sols sont donc des questions centrales. Comment préserver, selon vous, ces deux ressources? Alors, je crois qu'effectivement, vous avez parlé de PTGE, effectivement, suite au Varenne, les projets de territoire de gestion de l'eau se mettent en place et intensifient leur action. Je pense qu'effectivement, c'est d'abord les acteurs d'un territoire qui doivent comprendre ce qui se passe et agir. Bon, après, j'ai absolument rien contre les visiteurs d'autres régions qui viennent nous donner des leçons, mais je crois que les acteurs d'un territoire doivent se prendre en main et pouvoir agir au mieux sur cette gestion. Il a été évoqué la réutilisation des eaux usées. Effectivement, c'est un sujet majeur. Alors les collectivités, les grandes métropoles concentrent la richesse économique et concentrent aussi cette ressource. Il faut pouvoir, je dirais, redistribuer un peu de la richesse économique créée dans les métropoles pour que l'on puisse avancer sur les territoires ruraux dans les technologies, dans les moyens, dans le stockage, dans la gestion, et que cette eau usée puisse être travaillée de façon la plus raisonnable possible, la plus efficace possible. Alors, il y a quand même une piste nouvelle sur laquelle on travaille aujourd'hui qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Alors, nos amis africains ont des oasis, et on a chez nous de l'agroforesterie à certains endroits. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un double défi, c'est-à-dire de produire de l'alimentaire, diminuer la consommation en eau et être capable de produire de l'énergie décarbonée. Et grâce à l'agrivoltaïsme que nous déployons aujourd'hui, que ce soit les serres, les ombrières et probablement d'autres systèmes qui sont en devenir, nous sommes capables de relever ce défi. C'est-à-dire que nous pouvons sur la même parcelle produire de l'alimentaire, économiser de l'eau de façon très importante, parce que si on limite l'évapotranspiration, on ombre la culture, donc elle souffre moins, et pouvoir utiliser le soleil pendant les heures d'ensoleillement pour produire de l'énergie. Donc effectivement, des pistes d'évolution, nous en connaissons, nous sommes en train d'y travailler dessus. Alors après, sur le problème des nappes, oui, là aussi, je crois que nous avons tous connu, quelle que soit notre place dans la société, un certain nombre d'erreurs. Et je pense que l'artificialisation à outrance d'un certain nombre de bassins fait qu'effectivement l'eau ne s'infiltre plus correctement, se retrouve très rapidement dans les cours d'eau, provoque des inondations pour ceux qui sont en aval, et le niveau s'assèche. Donc effectivement, on parle de désimperméabilisation des zones artificialisées.
Je pense que c'est une voie qu'il faut qu'on explore. On voit aujourd'hui apparaître un certain nombre de réalisations qui sont très intéressantes. Je pense aussi que la gestion de l'eau, c'est une affaire qui doit être faite. Alors, c'est une économie circulaire et c'est une gestion qui doit être concertée. C'est-à-dire que c'est pas une seule personne, un seul opérateur qui doit se préoccuper. C'est bien une gestion collective. Et chez nous, effectivement, la majorité des territoires desservis sont gérés par des ASA, des associations syndicales autorisées, ou par des sociétés d'aménagement comme la SCP, Canal de Provence. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une vision globale de cette gestion de l'économie. Parce que on ne peut pas y aller chacun avec sa vision personnelle, et les actions des uns ont des effets chez les autres, donc il faut bien qu'on soit capable de travailler ensemble, l'ensemble des acteurs d'un territoire, les usagers, les différents usages, et on parle souvent de multi-usages, parce que l'eau qui est stockée dans le barrage Serre-Ponçon sert d'abord et avant tout à la collectivité, puisque la part agricole n'est que de 10% dans la réserve de Serre-Ponçon. Entre Serre-Ponçon et son usage final, il y a un certain nombre de barrages qui permettent de produire de l'hydroélectricité. Donc là aussi, je dirais qu'on est bien content quand on appuie sur l'interrupteur à la maison d'avoir de l'électricité, et c'est l'hydroélectricité qui en produit une grosse partie chez nous. Sur le Rhône, c'est pareil. Donc voilà, je pense que c'est par le dialogue et la compréhension des problématiques de l'ensemble des usagers d'un territoire que l'on peut y arriver. Et effectivement, je conclus mon propos en disant qu'il y a de la richesse qui est créée sur certains territoires parce qu'effectivement, il y a de l'eau qui arrive, il y a un cadre de vie intéressant, il y a une alimentation qui est apportée. Mais il faut que cette richesse qui est créée sur ces collectifs, sur ces territoires-là, soit renvoyée sur les territoires chez nous en France, mais aussi au niveau mondial, vis-à-vis de nos amis africains, parce qu'effectivement, il y a besoin de les aider à franchir ce pas de l'adaptation au changement climatique, à l'évolution de la population qui est exponentielle au niveau planétaire, et à un climat qui se dérègle de plus en plus. Alors, nous sommes dans une course folle, et je pense que cette course folle, on peut arriver à gagner des étapes si on se met tous autour d'une table et qu'on se parle intelligemment. C'est pas dans l'affrontement des positions, quelquefois dogmatiques de certains, qu'on y arrivera. J'ai quelques agriculteurs qui me disent, mais arrêtez de m'emmerder, excusez-moi le mot, hein, arrêtez de m'emmerder avec les économies d'eau, moi l'eau, je la veux toute. Je dis, écoute mon petit, là, tu te trompes. Et quand après je croise des gens de la société civile ou des médias qui ne comprennent pas que nous prenons de l'eau pour arroser, et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, 70% de l'eau utilisée dans le monde est utilisée par l'agriculture. Elle n'est pas utilisée par les agriculteurs. Elle est utilisée pour produire ce que nous avons besoin à manger 3 fois par jour. Et dans un morceau de pain sec, il y a de l'eau. Et donc cette eau, à un moment donné, ben, soit elle tombe naturellement du ciel, mais malheureusement ça se dérègle de plus en plus, soit on a mis en place des moyens pour la stocker, la distribuer, la gérer au mieux, en utilisant toutes les techniques qui sont là ou en devenir. Je veux dire, dans le cadre du Varenne de l'eau, l'axe 2, c'était comment on s'adapte au changement climatique, quels sont les moyens que nous avons. Ben, effectivement, il faut renforcer les travaux de recherche sur des variétés qui sont plus résistantes, plus tolérantes à la sécheresse, et comment éventuellement, après par des pratiques que sont le non-labour, le couvert végétal, permanence dans certaines cultures, permettent de garder l'eau pour la mettre à disposition. Donc il y a énormément de chantiers à mener, mais je crois qu'il faut se faire confiance réciproquement, il faut se mettre autour d'une table, faire confiance à la science et à l'expérimentation pour construire les solutions de demain. Merci beaucoup. Nous sommes effectivement dans une course folle sur la gestion de l'eau, de plus en plus délicate. Vous avez souligné ce concept de l'eau virtuelle qui a été mis en place par le professeur universitaire britannique Tony Allen, je pense en 1988, et qui dit que la somme de l'eau que contient un produit ne se limite pas uniquement à la culture, mais aussi à d'autres facteurs qui font que, qui rentrent en fait dans le calcul de la somme de l'eau que nécessite la production de cet aliment. Renforcer les recherches sur les variétés les plus résistantes, c'est une idée phare aussi de notre débat. Là, nous arrivons pratiquement à échéance. J'ai quelques questions du public. J'aimerais vous faire réagir par rapport à quelques-unes que j'ai choisies. Alors,
Il y en a une pour vous d'ailleurs, Monsieur André Bernard, qui concerne la sécheresse, thème d'actualité, qui sévit donc dans plusieurs régions en France. La personne, en fait, s'interroge, cette sécheresse ne risque-t-elle pas d'aboutir à des situations de conflit? Faut-il, selon vous, revoir la répartition des spécialités agricoles dans les régions, ou peut-être les documents de gestion de l'eau? Alors, qu'elle soit source de conflit, à mon avis, c'est inévitable, parce que les tensions existent. J'ai bien compris à travers la question que la culture visée, c'est le maïs. Alors, je rappelle quand même que le maïs, c'est la plante, à ma connaissance, qui a la meilleure efficience par rapport à l'eau apportée, en termes d'énergie sortie. Le maïs, effectivement, est une plante qui pousse, qui se sème au printemps, qui a sa croissance forte pendant l'été. Elle nécessite de l'eau. Alors, en France aujourd'hui, l'agriculture utilise 3,5% des précipitations qui nous tombent sur la tête. Et nous sommes capables de stocker 4% de l'eau qui tombe. Je pense que nous avons besoin d'adapter nos cultures, c'est indéniable. Mais nous devons aussi, dans ce pays, rattraper le retard par rapport aux autres pays méditerranéens en capacité de stockage. Nos amis espagnols sont capables de stocker 50% de l'eau qui tombe. En France, nous stockons 4%. Donc oui, il faut adapter nos cultures, mais oui, il faut savoir stocker de l'eau. Quand on peut la prendre sans que ça ait un impact sur le milieu. Et effectivement, dans le cadre du Varenne de l'eau, il y a toute une discussion sur le remplissage des réserves, hein, parce qu'effectivement, certains voulaient qu'on puisse remplir les réserves qu'avec un pourcentage résiduel de ce qu'on avait utilisé après les années de sécheresse. Alors que nous défendons le fait qu'il peut y avoir des périodes dans l'année où on peut prendre de l'eau sans impacter de façon massive le milieu, la mettre à l'abri, quelquefois la couvrir de panneaux photovoltaïques, parce qu'elle est retenue, il faut les couvrir de panneaux photovoltaïques, donc on aura moins d'évaporation, on produira l'énergie pour arroser, sans impacter l'espace agricole, et on sécurisera la production. Je prends souvent, pour être responsable du dossier gestion des risques, les éleveurs en France, ça fait plusieurs années qu'ils subissent des fortes sécheresses. Mes amis éleveurs, ils ont des prairies. Si on veut arroser des prairies, il faut un volume d'eau phénoménal. Je prends 10% de la surface d'une exploitation qui a des prairies, je fais un bassin de 10% de cette... en gros, 50 hectares, 50 vaches, 50 hectares, je fais un bassin sur 5000 mètres et j'arrose 5 hectares de maïs ou de betterave. Et avec mes 5 hectares de maïs ou de betterave, j'ai de mon autonomie alimentaire pour mon troupeau. Et depuis des années, nous achetons du foin aux Espagnols, de la luzerne aux Espagnols. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à revoir. Un bon citoyen, il va mettre des cuves en bas de ses gouttières pour arroser son jardin et laver sa voiture. Quand un paysan veut faire un trou dans sa propriété pour stocker de l'eau, on le met au tribunal. Je pense qu'il faut revoir les choses. Merci. Merci beaucoup pour ce message. Une deuxième question pour vous, Monsieur Sen. Elle nous vient du Sénégal. En tant que président du conseil d'administration de la SOGEM OMFVS, qui est l'organisation intergouvernementale pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, dans quelle mesure pensez-vous que les questions d'accès à l'eau potable en Afrique peuvent-elles faire l'objet d'une coopération entre États? Excellente question. Je pense qu'en parlant de l'OMVS, qui d'ailleurs vient de recevoir le prix Hassan II sur l'eau, à l'occasion du Forum mondial de l'eau, on peut évoquer beaucoup de réussites dans le domaine de l'alimentation en eau. Est-ce que nous savons tous que c'est grâce au barrage de Diama, qui a été construit sur le fleuve Sénégal, que nous réussissons aujourd'hui à assurer 100% de l'alimentation en eau d'une ville comme Nouakchott et 60% de l'alimentation en eau pour Dakar, sans compter toutes les localités qui sont traversées par des conduites qui vont du fleuve Sénégal vers Nouakchott ou vers Dakar. Donc, assurément, les aménagements de stockage, les aménagements de protection contre la salinisation des eaux qui ont été réalisés le long du fleuve Sénégal ont contribué et vont contribuer encore davantage à assurer la sécurité de l'eau pour les grandes villes de notre région. Et quand je parle effectivement de Nouakchott,
et je parle de Dakar, j'aurais pu également citer des villes au Mali qui sont également desservies grâce à ces ouvrages-là. Donc, c'est vraiment une réponse qui est bien efficace et qui va certainement dans l'avenir s'imposer davantage. Merci à vous. Troisième question pour vous, Monsieur Blanchon. Elle concerne les savoirs anciens en agriculture. Alors, l'Europe abrite de nombreux bocages, ces milieux naturels entourés par des haies où se rassemblent agriculture, zones humides et biodiversité animale. Comment, selon vous, ressusciter ces pratiques ancestrales qui préservent le cycle de l'eau? Et de même en Afrique, je laisserai peut-être la parole à nos intervenants africains pour y répondre. Est-ce que les pratiques traditionnelles d'irrigation sont prises en compte dans l'innovation agricole? Alors, il y a deux choses dans les pratiques traditionnelles. Il y a à la fois des techniques anciennes qui, contrairement à ce qu'on dit, effectivement, sont pas forcément des gaspillages d'eau. Hein, on peut penser dans les oasis, il y avait une certaine traditionnelle, hein, une certaine réutilisation, et on a l'impression, parce qu'on voit de l'eau en surface, qu'il y a une perte d'eau, mais en fait, si il y a de l'ombrage, en fait, cette perte d'eau, elle n'est pas si énorme, et des techniques très anciennes peuvent être encore tout à fait utilisées et être relativement rentables. Hein. J'allais dire que des fois, des techniques qu'on a mis en place dans les années 70 dans les grands périmètres irrigués, et sont bien moins efficaces, elles sont revues maintenant, hein, bien moins efficaces en termes d'utilisation d'eau que ces techniques anciennes. Et il y a une deuxième chose, c'est la question de la régulation également. C'est qu'on voit, c'est valable aussi dans tout le pourtour méditerranéen, hein, y compris en basse vallée du Rhône, où on a des associations qui remontent, hein, des façons de gérer l'eau qui datent du Moyen-Âge, hein, même avant. Hein, et donc ça, c'est extrêmement important aussi de préserver et en gros, d'essayer de fonder la nouvelle solidarité sur l'eau sur des solidarités ou des agencements qui existaient et qui sont toujours effectifs, alors qui ont été modifiés au cours du temps, hein, mais où on a effectivement des façons de gérer l'eau qui sont vraiment adaptées, j'allais dire, au fonctionnement de sociétés. Alors là aussi, hein, il faut être au cas par cas, mais c'est souvent extrêmement efficace, hein, et peut-être plus efficace d'ailleurs que quand on vient plaquer sur ces structures anciennes fondées sur des solidarités villageoises, hein, des nouvelles structures de gestion qui sont pas forcément idoines et qui qui englobent des pays ou des gens, enfin des villages qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, et ça crée plus de conflits finalement que de partir de ce qui était déjà existant. Hein. Là encore, hein, il faut aller au cas par cas, mais qui peut être des fois extrêmement efficace à la fois dans la technique, mais aussi souvent dans la régulation de l'eau, hein, puisque c'est un point extrêmement important. Plus que la technique, c'est comment on va faire adopter ces techniques et comment elles vont s'insérer dans, en gros, les pratiques des agriculteurs, mais aussi en milieu urbain. Merci à vous. J'ai une question pour vous, Madame Mengoup. Alors, comment la problématique de la rareté de l'eau va-t-elle évoluer à l'ère d'une forte croissance démographique? On parle de 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050, essentiellement en Afrique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées par rapport à cette problématique? Et je vous laisserai peut-être répondre aussi aux questions des savoirs ancestraux dans l'utilisation des technologies modernes en Afrique. D'accord. En fait, je vais commencer par le savoir ancestraux parce que c'est très important. Et là, on remarque même au Maroc, par exemple, l'existence de deux modes d'irrigation, de deux modèles d'irrigation. Il y a le modèle traditionnel, il y a modèle nouveau, plus moderne. Et en fait, dans le modèle traditionnel, il y a une certaine gestion ancestrale qui est très efficiente et qui permet d'avoir même si on regarde, on voit par exemple le rendement qui est faible, mais en termes d'efficience, ça veut dire les inputs utilisés pour avoir ce rendement, on remarque que l'efficience, elle est très importante, elle est des fois plus élevée que chez les agriculteurs, les grands agriculteurs qui sont plus modernes, qui sont des grands agriculteurs. Je parle en termes d'efficience, pas en termes de productivité. Donc, le modèle ancestral, il est adapté au contexte local parce que
Les gens ont naturellement analysé leur contexte local, ils ont compris les contraintes et ils ont développé un système qui a progressivement évolué dans le temps et qui a été plus adapté au contexte local. Mais aussi, il faut pas se dire qu'en fait, par exemple, la technologie, si on prend le gravitaire qui est tant critiqué parce que il consomme beaucoup plus d'eau que le goutte à goutte, mais si on remarque et si on analyse un peu les périmètres irrigués qui ont été irrigués par le gravitaire, on remarque des fois que cette technique d'irrigation a permis la création d'une belle nappe phréatique qui a permis aussi qui a permis de boucler le cycle et de réutiliser cette eau qui a été infiltrée grâce à cette technique de gravitaire. Par contre, le goutte à goutte, il apporte les doses exactes, il ne permet pas une certaine infiltration, ce qui fait, oui, il permet d'augmenter la productivité, mais c'est pas une solution extrême qui va nous permettre d'économiser d'eau, surtout lorsqu'on remarque le comportement de l'agriculteur. En adoptant ces technologies de pointe, il va essayer de tirer profit, donc il va multiplier des fois les cultures, donc ça va économiser sur le plan culture, mais ça peut augmenter la consommation globale en fin de compte. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de progrès technologique et adaptation en contexte local, parce que le contexte local, c'est définitif parce qu'en fait, il définit, c'est très important parce qu'il définit les coûts il compare le coût d'adoption de cette technique par rapport aux bénéfices. Donc, si le coût est très important par rapport aux bénéfices, ça veut dire que le progrès technologique ou de cette technologie n'est pas vraiment adapté à cette réalité et qu'il faut trouver une autre alternative. Mais là, je parle de vraiment investissement sur le plan parcelle. Mais sur le plan global politique, bien sûr que l'investissement doit venir de l'État pour avoir un cadre un environnement favorable au développement de l'agriculture, par exemple la construction des barrages, les conduites, tout cela, l'agriculteur, le producteur lui-même ne va pas supporter tout ça. Donc ça, sur le plan moderne, ancestral, on remarque qu'il y a une certaine innovation dans le modèle ancestral on peut s'inspirer de ce modèle pour créer de nouvelles modes de fonctionnement qui sont plus adaptés et plus efficients des fois que ne pas chercher généralement la productivité ou être dans des seuils, des frontières qui des fois dégradent la ressource. Alors pour la question de rareté, en fait, si le cycle de l'eau il est fermé sur la planète, il y a la même quantité d'eau. Si on analyse les évolutions des quantités d'eau, c'est juste que cette quantité d'eau, elle est juste déplacée ailleurs. Donc, on a un cycle qui est fermé, on a une évaporation qui va faire évaporer l'eau et cette eau va tomber ailleurs. Sauf si cette eau, elle est détruite à cause de la pollution. Ça, c'est vraiment le cas extrême, là où on ne peut pas réutiliser cette eau parce qu'elle est détruite. Généralement, l'agriculture, surtout en Afrique, elle ne détruit pas l'eau parce qu'on n'utilise pas beaucoup de produits phytosanitaires, on n'utilise pas beaucoup de fertilisants. Du coup, elle n'est pas très, très polluée par rapport aux pays avancés qui utilisent beaucoup de produits pour contrôler d'autres problèmes. Et du coup, si on parle de la rareté, certes, il y a une rareté qui s'installe dans certains pays, comme il y a une certaine abondance qui s'installe dans d'autres pays. Donc, globalement, sur le plan planétaire, il y a la même quantité. Si on ne comptabilise pas l'eau qui est détruite. Donc, la rareté, c'est surtout pour les pays qui l'accusent. Et ces pays-là, ils doivent innover comme j'ai dit tout à l'heure, pour augmenter l'offre et pour gérer aussi la demande afin d'avoir la meilleure solution possible pour eux. Sinon, ils vont accuser cette rareté de plus en plus dans le futur, vu l'augmentation des catastrophes climatiques et vu l'augmentation de la demande, ils vont toujours être dans ce trappe, comme j'ai dit, ce piège d'utilisation de ressources. Je ne trouverai pas meilleure conclusion. Merci Madame Mengoub. Je vous remercie, chers invités, pour ce regard croisé entre l'Europe et l'Afrique. Nous arrivons à terme de cette discussion passionnante. Je vous remercie donc pour votre participation. Je remercie le public qui nous a suivis depuis le départ et pour les questions que nous avons reçues. Je vous rappelle que vous pouvez revisionner cette vidéo sur notre chaîne YouTube incessamment dans quelques heures.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence Trait d'Union où nous aurons le plaisir de débattre autour d'un autre sujet passionnant, la formation agricole et comment mobiliser la jeunesse. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.